Sylvain Tantin, bonjour. Bonjour. Nous rappelons donc que vous êtes le président de la Chambre des notaires de la Guadeloupe. Oui. Aujourd'hui, nous poursuivrons ce thème de l'indivision, qui est une grande question aux Antilles, ou peut-être même sur tout ce caractère ilien en général, puisque nous allons faire aussi référence peut-être tout à l'heure d'un exemple de la Corse. Déjà, rappelez-nous, encore une fois, qu'est-ce que l'on doit comprendre par le mot indivision, ce que nous avions déjà vu lors d'une émission précédente sur la notion de gestion de cette indivision. Et avec vous, aujourd'hui, nous verrons surtout le partage de l'indivision et éventuellement, en quelques mots, comment éventuellement éviter cette notion d'indivision. Qu'est-ce que l'indivision? D'accord. Dans une émission récente, nous avions vu effectivement que l'indivision est une situation juridique, une situation de fait aussi, qui est une situation que bien souvent les gens ne choisissent pas. C'est le fait pour plusieurs personnes de se retrouver propriétaires ensemble de mêmes biens sur lesquels ils exercent les mêmes droits. L'indivision naît souvent d'une situation successorale. Un individu décède, il laisse plusieurs héritiers, il laisse également des biens. Donc les biens qu'il laisse se retrouvent dans l'indivision, c'est-à-dire que ces biens-là deviennent la propriété de tous ses héritiers. Il y a eu une loi récente qui a modifié un peu la gestion de l'indivision, puisque dans l'indivision, la règle, depuis l'origine, c'est l'unanimité, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire tout seul, puisque tout le monde a des droits sur un même bien. Donc l'unanimité, cela signifie que tout le monde doit donner son accord pour faire telle ou telle opération sur le bien qui est la propriété indivise des uns et des autres. Donc ça, c'était avant la loi du 23 juin 2006, qui est entrée en application, je le rappelle, le 1er janvier 2007, qui a permis une certaine modulation, puisqu'elle permet à des héritiers qui représentent plus de 2/3 des droits indivis, dans certains cas, de pouvoir prendre des initiatives sans avoir l'accord de tout le monde. Ce sont des initiatives qui sont basées sur la gestion de l'indivision. Comment peut-on donner en location un local qui appartient à l'indivision? Eh bien, désormais, on n'a plus besoin d'avoir l'unanimité, on n'a plus besoin d'avoir l'accord de tous les indivisaires. Il suffit de l'accord d'une majorité des 2/3 des indivisaires, à condition, encore une fois, qu'il s'agisse de location simple, donc de location à usage d'habitation. Cette indivision, l'indivision d'une manière générale, est une situation qui n'est pas agréable. Je prends un exemple très, très particulier. Lorsque vous êtes à plusieurs propriétaires sur un même terrain, il s'agit de savoir qui va payer l'impôt. Parce que l'administration fiscale, il lui faut percevoir l'impôt foncier, les taxes foncières. Eh bien, cet impôt foncier, vous savez, dès qu'il s'agit de payer, en général, on n'est pas toujours partisan. Donc, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de volontarisme exagéré. Alors, l'administration fiscale peut récupérer la taxe foncière, donc les impôts, sur n'importe lequel des indivisaires, sur n'importe lequel, à charge pour celui qui a payé de se retourner contre les autres. Et bien souvent, c'est une source de conflit familial, parce que celui qui a payé l'impôt estime qu'il a plus de droits que les autres, qu'il peut édifier une maison, faire ce qu'il veut. C'est une source de conflit. En tout cas, déjà à travers ces mots, vous êtes déjà en train de nous faire comprendre que ce n'est pas parce que c'est vous qui avez payé les impôts sur la globalité de cette division que ça vous donne plus de droits que d'autres sur sa gestion ou sa notion de partage. Absolument. Ce n'est pas parce que vous payez l'impôt que vous avez plus de droits. Vous payez l'impôt parce que vous êtes un indivisaire, c'est tout. C'est-à-dire que vous avez une partie de la propriété. Mais n'importe lequel pourrait payer l'impôt. Tout le monde aussi pourrait payer l'impôt ensemble. Mais l'administration fiscale estime que vous êtes solidaire. C'est une règle. Vous êtes solidaire pour le paiement de l'impôt. Donc elle prélève l'impôt sur celui qui est solvable en général. Libre à lui ensuite, je vous le dis, de se retourner contre les autres. Et vous imaginez les situations que ça peut créer. D'accord. Alors, toujours en succinct, quel est l'acte avant qu'on arrive à cette notion de partage et cette notion de peut-être comment éviter de se retrouver dans cette division, à titre d'exemple de cela? Quel est l'acte que peut faire un indivisaire seul sans peut-être en parler aux autres? Succinctement. Succinctement, un indivisaire peut faire seul un acte qui a pour but de conserver le bien indivis. C'est ce qu'on appelle une mesure conservatoire. Il peut par exemple prendre la décision de fermer une porte si la porte est ouverte à tous les vents et si le fait de la laisser ouverte peut causer un dommage au bien. Donc il peut prendre des mesures conservatoires, c'est tout ce qu'il peut faire.
Tout le reste, c'est soit les 2/3 pour la gestion, soit l'unanimité pour ce qui concerne les actes d'aliénation, les actes importants, les actes de vente, etc. Alors, l'indivision est une situation qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas agréable. Et nous insistons, nous, notaires, mais tous les professionnels du droit d'une manière générale, insistent sur le fait qu'il faut sortir de l'indivision le plus rapidement possible. C'est un état qui doit être transitoire. On ne peut pas perdurer dans cette indivision. Vous comprenez bien que tant d'intérêts différents sur un même bien, à un moment ou à un autre, ça éclate et ça fait des conflits. Alors, on peut éviter d'entrer dans l'indivision. Je rappelle qu'il y a deux manières d'être dans l'indivision, soit d'une manière volontaire, lorsqu'on achète ensemble à 2, 3 ou 4 un bien, ça c'est une manière volontaire. Bon, là, c'est vous qui voyez si vous souhaitez le faire ou pas. Mais il y a surtout une manière involontaire, c'est ce qu'on appelle l'indivision forcée. De se retrouver dans l'indivision, c'est le fait de recevoir un bien en héritage. Alors, pour éviter de recevoir un bien en héritage de manière indivise, il y a des techniques très simples, qui sont les donations partage, mais qui pourront certainement faire l'objet d'interventions ultérieures. C'est un sujet tellement vaste et tellement important que je pense qu'il faut le traiter un peu à part. Succinctement, ce que je vous propose, c'est de voir comment on sort de l'indivision, une fois qu'on y est. Par le prétexte du partage. Le partage. Alors, justement, déjà, en introduction à cette notion de partage, rappelez-moi une dernière fois comment éviter, alors, qu'il reste malgré tout, cette nouvelle loi du 23 juin 2006, des actes qui restent à l'unanimité. Rappelez-nous ça succinctement, qui vont justement nous aider à comprendre pourquoi il faut se sortir de l'indivision. Alors, les actes qui restent soumis à la règle de l'unanimité, ce sont les actes dits importants. Actes d'aliénation, les actes de vente, les actes qui consistent par exemple à faire un bail commercial ou un bail rural. Donc toutes les opérations qui ont une incidence sur le droit de propriété et qui peuvent mettre en cause le droit de propriété sont des actes qui nécessitent l'unanimité. Donc autant dire que la plupart des actes importants nécessitent l'unanimité, c'est-à-dire la présence et l'accord en tout cas de tous les héritiers. Et encore une fois, il n'y a pas de grade parmi les héritiers, il n'y a pas l'aîné, etc. Tout le monde doit donner un accord, c'est ce qu'on appelle l'unanimité. Merci. Alors, nous arrivons maintenant à cette notion de partage par le principe posé par cette fameuse loi du 23 juin 2006. Mais juste avant, vous avez employé un mot quand vous parliez de vente, de bail commercial, dans l'appellation de aliénation. Qu'est-ce que vous entendiez par le mot aliénation? Alors, l'aliénation, c'est la vente, en fait. L'aliénation, c'est le fait de se séparer d'un immeuble, de se séparer de quelque chose. On aliène un bien, cela signifie qu'on le vend. Donc, vous avez les actes d'administration, qui sont des actes qui permettent d'entretenir le bien, et les actes d'aliénation, qui sont les actes qui permettent de vendre le bien. Merci. Tout de suite, ce fameux thème que nous allons développer aujourd'hui, ce sous-thème du partage, donc comment sortir de cette indivision. Quels sont les principes posés par la loi du 23 juin 2006? Alors, on va remonter à un principe un peu plus antérieur, c'est celui qui a été posé depuis l'origine par l'article 815 du Code civil, qui précise que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Cela signifie qu'à tout moment, n'importe lequel des indivisaires peut demander le partage. Alors, posé comme ça, le principe paraît simple, facile, même agréable. On se dit, nous sommes 4 indivisaires, j'ai le droit, moi, de demander le partage. Très bien. Mais une fois que vous avez demandé le partage, il faut que les autres l'acceptent. Ce n'est pas à vous seul que vous allez provoquer le partage, ni procéder au partage. Vous pouvez engager une procédure de partage. Mais pour qu'il y ait partage, il faut que tout le monde soit d'accord. Là encore, le partage amiable suppose une règle d'unanimité. Je parle de partage amiable parce que c'est la règle qu'a posée le législateur. Il a posé une règle, c'est que le partage amiable doit être le partage de principe. Donc, tout le monde s'entend, on se met autour d'une table, on décide, on constate que nous sommes dans l'indivision, on connaît les droits de chacun, le notaire a établi les droits de chacun dans l'indivision, on sait qu'un tel a droit à un 8e, un 6e, donc on partage en fonction des droits de chacun. C'est le principe du partage amiable. Ce partage amiable peut prendre toutes sortes de formes. Oui, très bien, ça peut résulter d'un partage que vous faites sur
sur un plan, ou si c'est un bien meuble, d'un partage que vous faites amiablement entre vous, directement, sans forme particulière. Il y a un seul impératif. Lorsqu'il y a des immeubles, il y a nécessité de passer par un notaire. Parce que lorsqu'il y a des immeubles, nous sommes soumis aux règles de la publicité foncière et le partage immobilier réagit et obéit aux règles de la publicité foncière, c'est-à-dire qu'il y a obligation d'avoir un acte authentique et l'acte authentique suppose l'intervention du notaire. Évidemment, le notaire n'intervient pas que pour donner l'authenticité aux actes, il intervient pour donner le conseil, le bon conseil, et pour vérifier précisément que les droits de chacun sont respectés, qu'il n'y a pas de tricherie, mais en tout cas qu'il n'y a pas de mésentente sur la répartition des droits de chacun. Merci. Alors, dans cette notion de partage, est-ce que l'on doit aussi comprendre, avant toute construction, alors déjà dans le mot mobilier, l'on rappelle mobilier, c'est tout ce qui a rapport avec la terre. Immobilier. Tout ce qui est immobilier, c'est tout ce qui se rattache à la terre. Tout le reste, c'est l'immobilier. D'accord. Alors, tout ce qui est terre, jardin et bâtiment, grossièrement. Exactement. Donc ça, obligation de passer par la voie d'un notaire pour authentifier cette notion de partage. Voilà, on va dire tout ce qui est foncier, tout ce qui se rapporte au foncier nécessite l'intervention du notaire parce qu'il y a la publicité foncière. Pour que vous puissiez justifier d'un titre de propriété, il faut que vous ayez un acte qui ait été publié aux hypothèques. Or, Merci. les actes qu'on publie aux hypothèques sont des actes authentiques, ceux qui sont rédigés par les notaires. Merci. Alors, est-ce que l'on doit aussi comprendre dans le mot partage entre les héritiers ou ayants droit, quand l'un d'entre eux veut construire, légalement, il ne peut construire qu'après cette phase de partage. Légalement. On ne peut pas le dire ainsi. Lorsque vous êtes en état d'indivision, nous avons vu que tout le monde a les mêmes droits sur un bien. Donc, imaginons que nous soyons sur un terrain indivis, tout le monde a des droits de propriété sur ce bien indivis. Donc tout le monde a le droit de construire. A priori, tout le monde a le droit de construire. Le tout, c'est de savoir que celui qui est propriétaire de la construction, c'est celui qui est propriétaire du terrain. Or, comme c'est l'indivision qui est propriétaire du terrain, si vous construisez, vous, personne seule, une maison sur le terrain qui appartient à l'indivision, votre droit de propriété est menacé, puisque, je rappelle la règle, c'est le propriétaire du foncier qui est propriétaire du dessus. Celui qui est propriétaire du dessous, de la terre, est donc propriétaire des maisons qui sont édifiées sur cette terre. Alors, si un indivisaire seul construit une maison sur un terrain indivis, il le fait à ses risques et périls. D'accord. Et est-ce que, autant officiellement qu'avec une association d'officieux, qu'il n'y a pas partage, donc séparation officielle devant un notaire de chaque morcellement de cette terre, mais que l'un d'entre eux, voulant construire sa maison, respectant moralement cet imaginaire partage ou fraction qui, à un moment donné, sera légal. Donc se met dans un coin en supposant que ça correspondra aussi à chacun son petit morceau. Est-ce qu'il peut construire à ce moment, quand il y a une entente verbale, nous dirons, mais qu'il faut quand même que tous signent un papier avant même cette construction, alors qu'il a quand même respecté cette notion d'espace pour chacun. Je vais vous expliquer ce qui se passe très fréquemment. Vous avez, disons, 4 indivisaires ou 5 ou 6 qui s'entendent. Ce sont des premiers enfants, les parents sont décédés, les enfants héritent d'un terrain, ils s'entendent, ils se mettent verbalement d'accord en disant toi tu vas construire là, celui-là va construire ici, celui-ci va construire là, etc. Il y a un accord. Il n'y a pas d'acte, hein. Ils sont d'accord. Et puis les choses perdurent, c'est-à-dire que chacun construit sa maison, les choses continuent ainsi. L'un de ses héritiers, qui a construit sa maison, décède. Il laisse 3, 4, 5 enfants. Cela signifie qu'on se retrouve non plus avec une indivision à 4 personnes, mais avec une indivision à 8, 9 ou 10. Parce que je vous le rappelle, chaque voix compte. C'est l'unanimité lorsqu'il faudra prendre une décision. Alors, là où au départ il y avait une entente à 4, rien ne nous dit qu'il y aura une entente à 8. Et c'est là où les choses commencent à se compliquer. Parce que lorsque les petits-enfants demandent aussi leur place,
les terrains ne sont pas à l'infini. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas étendre à l'infini la propriété. Donc il faut bien que chacun trouve une place. Imaginez que les décès se succèdent, que les héritiers se succèdent et que chacun veuille avoir son petit placement, chacun veuille avoir son bout de terrain. C'est là que la difficulté survient. Donc, si il y a au départ, s'il y avait au départ une espèce d'accord tacite, d'entente qui était de bon aloi, eh bien cet accord-là, puisqu'il n'a pas été formalisé, il n'a pas fait l'objet d'un acte de partage authentique, il risque de voler en éclats, parce que dans les générations qui viennent derrière, rien ne me dit qu'il y aura la même entente. Et le pire dans le partage, c'est qu'imaginons que vous ayez construit une maison sur un terrain indivis. Imaginons que ce soit fait comme ça. Et que, à l'avenir, par la suite, les gens ne s'entendent pas pour partager. Le pire dans les procédures contentieuses, c'est qu'on arrive à dire, ben, écoutez, on va faire un tirage au sort des lots. Puisque vous n'arrivez pas à vous entendre, le tribunal, on verra ce que c'est tout à l'heure. En termes de placement. Par exemple, peut parfaitement décider qu'on va faire un tirage au sort pour savoir où se trouve Jean, où va se trouver Pierre, où se trouve Paul, etc. Et là, vous avez, tout est possible. Parce que là où vous pensiez que vous auriez votre emplacement, mais le tirage au sort donne un résultat contraire. Donc, c'est l'aléa dans ce genre de choses. Il faut éviter de laisser courir ce genre d'indivision, ce genre de situation, parce qu'on ne sait pas sur quoi elles peuvent déboucher. Alors justement, vous parliez de sous-héritiers, si je me permets de résumer ainsi, oui, qui ont des voix portantes. Alors passons peut-être à cette phase, et quand il y a l'un de ces indivisaires absent ou incapable, qu'est-ce que l'on doit comprendre et qu'est-ce qu'il est possible ou pas? Ben, écoutez, jusqu'à présent, le droit a toujours appréhendé le fait qu'il puisse y avoir un incapable ou un absent dans une succession. Alors déjà, qu'est-ce que l'on doit comprendre dans cette notion de partage de l'indivision face à un notaire, le mot incapable? Un incapable, bon, ça peut être un incapable majeur, quelqu'un qui est sous tutelle. Il peut aussi s'agir de quelqu'un, peut aussi s'agir de face à une maladie. Le mot incapable, c'est ça, c'est-à-dire qui n'a pas toutes ses capacités. Qui n'a pas toutes ses capacités juridiques, qui n'a pas la capacité de signer parce qu'il est atteint d'une maladie quelconque, parce qu'il est placé sous un régime de protection des incapables, parce qu'il est sous tutelle, ou alors vous avez les incapables mineurs. Celui qui est mineur, qui n'a pas le droit, qui ne peut pas signer parce qu'il est mineur. Donc, pour ce genre de personnes qui interviennent dans le partage, la loi a toujours prévu la possibilité de faire intervenir le juge des tutelles en particulier, qui commence dans ce premier temps par donner son accord sur le partage lorsqu'il y a un incapable, qui demande ensuite qu'un notaire soit commis pour établir ce partage, et lorsque le partage est réalisé sous la condition suspensive qu'il soit homologué par le tribunal. L'état liquidatif est approuvé normalement par le tribunal, c'était la règle. Désormais, l'état liquidatif sera approuvé directement par le juge, ce qui va alléger la procédure. Puisqu'encore une fois, ce qu'on veut, c'est favoriser la sortie de l'indivision, ce qu'on veut, c'est favoriser les règles du partage. Donc si, dans un partage, même dans un partage amiable, nous avons des incapables majeurs ou mineurs, il y a intervention du juge, mais l'intervention du juge a été favorisée, a été modifiée pour permettre une plus grande souplesse et pour permettre de faire en sorte que les opérations soient moins lourdes. D'accord. Alors, deux hypothèses, et vous me direz hein, si c'est sans porter sur cette question. Deux cas. L'un des indivisaires est en prison ou a perdu ses droits civiques, et l'autre a changé de nationalité ou est d'une autre nationalité. Est-ce que ça change quelque chose ou rien du tout? Alors, l'indivisaire qui est en prison n'a pas forcément... il a la capacité de signer. Hein, c'est pas parce qu'il est en prison. Ça veut rien dire. Non. S'il y a un indivisaire qui a une nationalité différente, les règles sont les mêmes, puisque les règles qui régissent le partage, ce sont les règles du lieu de situation du bien. D'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. On a d'ailleurs bien souvent des copartageants, des gens qui résident à l'étranger et qui ont peut-être déjà changé de nationalité, mais la règle reste la même, les principes du partage restent les mêmes. D'accord. Et qu'est-ce que maintenant on doit encore comprendre par un nouveau mot,
l'indivisaire défaillant? Ah, alors ça, c'est une situation qui a été prise en compte par la loi nouvelle et vraiment c'est un apport très important. Je vous l'ai dit, vous l'avez compris, il y a deux grandes possibilités. Un partage amiable, donc tout le monde s'entend, on se réunit autour d'une table, on discute, on se rencontre, on se met d'accord sur un partage et les choses se font devant le notaire après l'intervention éventuelle d'un géomètre s'il y a des terrains. Ou alors vous avez le partage judiciaire, c'est-à-dire que les gens ne s'entendent pas du tout et l'un d'eux, en vertu de l'article 815 du Code civil, qui consiste à dire que nul n'est tenu de rester dans les divisions, donc l'un d'eux peut assigner les autres en partage et là on se retrouve devant les tribunaux dans un procès ou dans une procédure contentieuse. Ça, ce sont les deux grandes situations. Alors, pour des mots qui sont un peu techniques et pour que cette discussion reste à la portée de tous, donc quand vous dites que l'un peut assigner les autres, c'est-à-dire que l'un peut forcer les autres à partager. Voilà, c'est-à-dire qu'il est, par un avocat, par l'intermédiaire d'un avocat, il appelle les autres devant le tribunal pour demander le partage. D'accord. Donc, ça, c'est l'assignation en partage. C'est une formule qui est bien connue chez nous parce qu'il y a beaucoup d'indivisions qui n'arrivent pas encore à se séparer amiablement. Alors, entre ces deux grandes catégories, il y a une catégorie intermédiaire que la loi n'avait pas appréhendée. C'est la catégorie de l'indivisaire défaillant, c'est-à-dire qu'un indivisaire qui ne se prononce pas. Il ne dit pas qu'il est d'accord, il ne dit pas qu'il n'est pas d'accord, il ne se manifeste pas, il ne manifeste aucune volonté. Alors, vous lui dites, est-ce que vous êtes d'accord pour un partage? Il répondra oui, on le convoque pour la signature, il ne vient pas, ça se produit à plusieurs reprises, etc. Et on se trouve devant un cas d'un indivisaire défaillant, qui ne bouge pas, qui ne répond même pas. Quand on différencie avec un indivisaire absent, c'est vraiment deux choses différentes. L'absent, c'est un peu le défaillant. L'absent, il n'est pas là. L'absence, c'est une définition juridique. On est absent, c'est-à-dire que vous n'avez pas reparu à votre domicile depuis un certain temps, il y a une procédure d'absence qui est engagée, on ne sait pas où vous êtes, etc. D'accord. Donc là, c'est l'intervention du juge. Dans l'indivisaire défaillant, on le connaît, on sait où il est. Il est avec vous, là, mais il ne vient pas signer, il ne vous dit pas. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui. D'accord. Et là, l'indivision continue à traîner parce qu'il y a quelqu'un qui ne prend pas position. Eh bien, dans cette situation, la loi nouvelle prévoit que quelconque des indivisaires peut le mettre en demeure de désigner un représentant qui le représentera dans le partage. Si au bout de 3 mois de la mise en demeure, de la demande de la mise en demeure qui lui a été faite, il ne répond pas, c'est le juge qui nommera quelqu'un qui va le représenter. Vous avez cité 3 mois. C'est-à-dire c'est l'ultimatum légal. C'est légal. 3 mois, c'est ce que prévoit la loi. Lui. C'est ce que prévoit la loi. Si au bout de 3 mois il ne bouge pas, il ne réagit toujours pas, il reste toujours taisant, il reste toujours défaillant, dans ces conditions, le juge désigne quelqu'un qui le représentera dans le partage et cette personne l'ayant représenté dans le partage sera validé ensuite par le juge. Alors justement, donc nous sommes en plein dans cette notion de partage judiciaire. Tout à l'heure, vous nous parliez de tirage au sort. Je vous pose une autre question ou autrement là-dessus. Quand nous disions que sur cette indivision, donc on parle d'un principe de terre ou même d'un immeuble qui a des vues différentes, donc qui peut éventuellement avoir une valeur différente, qu'elle soit supérieure ou moindre. Un rez-de-chaussée n'a pas la même valeur que celui qui est au dernier étage, prenons l'exemple d'un immeuble à Paris et vu sur Tour Eiffel. Donc dans cette notion de tirage au sort, est-ce qu'il peut y avoir contestation? Est-ce qu'il y a une évaluation, voire par un notaire? Comment ça peut se faire? Ou alors sur un terrain, il y a une partie facilement constructible, un bout qui touche à la falaise, personne ne veut être à côté de la falaise. Ou alors sur un morceau de la terre, il y a des roches volcaniques dans le sol. Ouais, donc ça va coûter plus cher à la construction s'il doit y en avoir une. Ou alors c'est carrément rocailleux, des roches calcaires. Donc c'est difficile à construire. Est-ce qu'il y a une évaluation à ce niveau quand on parlait de tirage au sort, par exemple? Alors l'indivision, le partage de l'indivision suppose une opération préalable qui est l'estimation. D'accord. De chaque morceau. Le principe, c'est que chacun doit recevoir une part qui correspond à ses droits. Si tout le monde a des droits égaux et que, par exemple, on partage un terrain, vous verrez pourquoi je dis un terrain. Si on partage un terrain qui a la même valeur partout, il n'y a aucun problème. Si on est 4, on divise en 4. Bon. Si vous partagez
un terrain où il y a des mornes, il y a des creux, il y a des vallées, Tout ça est il y a des estimé. marécages, etc. Tout cela est estimé. Celui qui reçoit un lot dans une partie défavorisée, qu'elle soit défavorisée au niveau de la topographie ou au niveau du plan d'occupation des sols, qui ne permet peut-être pas de construction à cet endroit-là, celui-ci, il reçoit un lot qui est moindre. Donc il faut, et ça fait partie du partage, il faut que ceux qui reçoivent un lot plus important, lui, versent ce qu'on appelle une soulte. C'est une forme de compensation. On lui dit, puisque tu acceptes de recevoir un terrain qui est moins bien que le nôtre, donc ça veut dire que tu n'obtiens pas dans le partage la part que tu aurais dû avoir. Eh bien, nous, on va te compenser, on va te dédommager et on va donner ce qu'on appelle une soulte qui correspond à une somme d'argent qui permet de rétablir chacun dans ses droits. D'accord. Donc, avant de conclure sur, parce qu'il nous reste maintenant moins de 2 minutes, cette notion de partage juridique et l'effet du partage en lui-même, rassurons aussi ceux qui nous écoutent, l'avantage de passer par voie de notaire, il ne pas rester à une notion verbale comme la culture le voudrait bien, c'est que tout est fait pour qu'il n'y ait personne de lésé. C'est-à-dire quand vous parlez d'experts, d'analyse des sols... c'est la sécurité juridique. C'est la garantie... Nous sommes là pour apporter la sécurité juridique. Sécurité, cela signifie qu'il faut que nous veillions à ce que chacun reçoive la part qui lui est due. Et que s'il ne reçoit pas une part suffisante, ben, celui qui a reçu plus le dédommage. C'est la règle, c'est ce qui est prévu. Donc nous sommes là, nous ne pouvons pas, nous, signer un partage dans lequel il y aurait des gens qui seraient lésés, qui seraient défavorisés. Ce n'est pas notre rôle. C'est bon de le dire. Nous sommes là au contraire pour faire en sorte que nous garantissions la paix dans les ménages. Et la paix dans les ménages, c'est la paix dans les partages. Vous ne pouvez pas partager un bien en donnant à X telle partie parce qu'il veut bien, alors que l'autre a une partie qui ne vaut rien. Ça n'a pas de sens. Donc effectivement, l'avantage de passer par cette voie judiciaire, cette voie administrative, juridique, et au minimum notarial, c'est que il n'y aura pas d'influence sur les résultats de celui qui est plus charismatique ou plus populaire ou plus influent par rapport à celui qui n'a aucun charisme, qui est toute sa vie qui est resté discret et presque écrasé par les autres. Ouais. Là, il y aura un parfait équilibre parce qu'on a affaire à des êtres humains hormis leur notoriété ou leur charisme. Il y aura nécessairement un parfait équilibre parce que la loi exige qu'il y ait un équilibre et que le partage soit équitable. On ne peut pas nous abonder dans le sens de gens qui veulent faire des partages qui ne soient pas équitables. Nous tenons compte de la valeur des biens qui sont donnés et encore une fois, s'il n'y a pas suffisamment pour l'un des héritiers en nature, il est dédommagé en argent. Alors, il y avait une action qu'on appelait, avant la loi, l'action en récision pour lésion. C'est-à-dire que si dans les 5 ans du partage, imaginons qu'un partage soit fait jour J, N plus 5, vous vous rendez compte, l'un des héritiers, dans le délai de N plus 5, se rend compte qu'il a été lésé. Donc qu'il a perçu moins d'un quart de ce qu'il aurait dû recevoir, ce qu'on appelle la lésion du quart. Pour faire simple, cet héritier, cet indivisaire avait le droit d'engager une action qu'on appelait l'action en récision pour partage, donc il pouvait demander l'annulation de tout cela. Désormais, on va sécuriser le partage. On va dire que si l'un des héritiers, dans le délai de 2 ans, se rend compte qu'il n'a pas eu sa part, en tout cas qu'il n'a pas eu suffisamment, il a le droit d'engager une action en comblement de part, c'est-à-dire qu'il demande simplement qu'on lui paye la différence. Il ne demande pas que le partage soit annulé, il demande simplement qu'on lui paye la différence. Vous imaginez la sécurité que cela apporte. Dans les cas antérieurs, imaginons que l'héritier qui avait reçu un bien, l'indivisaire qui avait reçu un bien dans le partage, voulait le vendre dans les 5 ans. Pour le vendre, c'était un peu délicat parce que celui qui achetait ne savait pas si l'un des autres héritiers n'allait pas engager une action pour faire annuler le partage. Tandis que là, l'action est réglée et réduite à 2 ans, d'une part, et d'autre part, elle est une action en complément, c'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir simplement un complément de part, pas en complément, une action en complément de part, vous allez pouvoir recevoir la part qui vous manque en argent. Est-ce qu'il y a encore un dernier mot à rajouter pour rassurer tous ceux qui doutaient, qui se laissaient
influencés par cette notion culturelle hors de la loi, alors dire effectivement, voilà-t-il qu'aujourd'hui ça a été mis en place pour vous. N'en doutez plus, quand on parlait, est-ce qu'il y a encore un mot à rajouter cette notion de partage judiciaire ou de cet effet de partage? Alors, je comprends que culturellement, on ait toujours tendance à rester ensemble, on reste en famille, comme on dit, sur un terrain, on reste en famille. Effectivement, c'est un aspect culturel qui est très important. Mais on peut aussi rester en famille tout en étant chacun sur son terrain. C'est ça qu'il faut voir. Il faut que les gens comprennent qu'on peut parfaitement procéder à un partage amiable dans lequel chacun reçoit sa part, chacun s'installe sur sa part. Ça n'empêche pas qu'on continue à vivre en famille. Ce qui est dangereux, c'est de faire en sorte de faire comme si les choses allaient se régler d'elles-mêmes. Ça n'existe pas. Fermer les yeux. En tout cas, vous nous avez dit une chose, je pense qu'il va sensibiliser tout le monde. Tant qu'il n'y a pas eu partage officiel de cette indivision, que le risque, peut-être pour celui, pour un exemple qui est fonctionnaire, ou qui a un niveau de vie le plus élevé, c'est lui qui risque de se retrouver à devoir payer les impôts tout le temps. Et en général, c'est comme ça que les ennuis commencent. Et il y a une autre dimension que je voudrais quand même apporter, c'est que vous faites beaucoup allusion au partage, à l'aspect juridique du partage. Vous avez raison parce que c'est l'aspect qui est qui fait le plus défaut. Je vous explique. Souvent, les gens viennent vous voir en disant « nous avons partagé ». Je dis « mais vous avez partagé. Avez-vous un acte de partage ?» « Ah ben non. Ben, vous avez partagé comment ?»« Ah ben le géomètre est venu. Le géomètre est venu et il a posé des bornes. » Ça, c'est très bien. Ça, c'est une opération préalable au partage. Le fait que le géomètre ait posé des bornes, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Il faut impérativement que les bornes qui ont été posées par le géomètre soient traduites ensuite dans un acte notarié qui est le seul document qui justifie qu'il y a partage. Le fait qu'un géomètre soit passé, qu'il ait mis des bornes, ou que vous ayez mis des grillages, des barrières, ça ne sert à rien du tout, puisque vous n'avez pas d'acte de partage. Tant que vous n'avez pas votre acte, vous n'avez pas partagé. En tout cas, nous confirmons, aucune parcelle de terre, aucun ayant droit ou héritier ne peut vendre, soit tant que tout le monde à l'unanimité n'ait pas donné son accord favorable ou que le partage officiel par voie de notaire n'ait été fait, qu'il y ait eu des bornes ou pas. Exactement. Tant que vous n'avez pas un acte authentique qui indique qu'il y a partage et qui indique le lot de chacun, vous ne pouvez pas agir seul sur telle parcelle, même si vous l'occupez déjà, même si vous y avez implanté votre maison. Et je vous prends un autre exemple pratique, c'est que les gens qui veulent emprunter lorsqu'ils ont construit sur un terrain indivis, c'est très compliqué. Et c'est là souvent que le client... Emprunter, une demande de crédit. Une demande d'argent. Quand vous allez voir la banque vous demande, mais où est votre titre? Si vous dites à la banque, mais je suis sur un terrain de famille, terrain familial, terrain d'indivision, mais ça n'intéresse plus tellement, parce qu'elle sait très bien que vos droits peuvent être contestés à tout moment. Et c'est lorsque vous allez voir la banque que bien souvent, les clients viennent nous voir en disant, la banque m'a demandé un titre de propriété. Donc il nous faut arriver à un partage, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ce sont des indivisions qui traînent depuis déjà 2-3 générations, et plus ça traîne, plus c'est difficile à régler. Donc il faut régler rapidement l'indivision et par le partage, essayer d'en sortir le plus vite possible. D'accord. Donc en tout cas, nous vous remercions de cette disposition que vous prenez à nous expliquer tout ça. Nous rappelons à nos téléspectateurs et auditeurs que autant aujourd'hui nous avons vu comment se sortir de cette notion du partage de l'indivision, que ce soit pour le mobilier, l'immobilier, que autant pour tout ce qui est mobilier, il peut y avoir une entente, tandis que tout ce qui est immobilier, ils sont obligés de passer par voie notariale, que la gestion, nous avons déjà réalisé cette émission, mais à vous de rester à l'écoute pour la voir à nouveau, et que nous verrons bientôt aussi pour tous ceux qui est comment éviter de se retrouver en situation notariale. Maître Sylvain Tantin, merci. C'est moi. Sylvain Tantin. Il y a eu une loi récente qui a modifié un peu la gestion de l'indivision, puisque dans l'indivision, la règle, depuis l'origine, c'est l'unanimité. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire tout seul, puisque tout le monde a des droits sur un même bien. Donc l'unanimité, cela signifie que tout le monde doit donner son accord pour faire telle ou telle opération sur le bien qui est la propriété indivise des uns et des autres.
Donc ça, c'était avant la loi du 23 juin 2006, qui est entrée en application, je le rappelle, le 1er janvier 2007, qui a permis une certaine modulation, puisqu'elle permet à des héritiers qui représentent plus de 2/3 des droits indivis, dans certains cas, de pouvoir prendre des initiatives sans avoir l'accord de tout le monde. Ce sont des initiatives qui sont basées sur la gestion de l'indivision. Comment peut-on donner en location un local qui appartient à l'indivision? Eh bien, désormais, on n'a plus besoin d'avoir l'unanimité, on n'a plus besoin d'avoir l'accord de tous les indivisaires. Il suffit de l'accord d'une majorité des 2/3 des indivisaires, à condition, encore une fois, qu'il s'agisse de location simple, donc de location à usage d'habitation. Cette indivision, l'indivision d'une manière générale, est une situation qui n'est pas agréable. Je prends un exemple très, très particulier. Lorsque vous êtes à plusieurs propriétaires sur un même terrain, il s'agit de savoir qui va payer l'impôt. Parce que l'administration fiscale, il lui faut percevoir l'impôt foncier, les taxes foncières. Eh bien, cet impôt foncier, vous savez, dès qu'il s'agit de payer, en général, on n'est pas toujours partisan. Donc, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de volontarisme exagéré. Alors, l'administration fiscale peut récupérer la taxe foncière, donc les impôts, sur n'importe lequel des indivisaires, sur n'importe lequel, à charge pour celui qui a payé de se retourner contre les autres. Et bien souvent, c'est une source de conflit familial, parce que celui qui a payé l'impôt estime qu'il a plus de droits que les autres, qu'il peut édifier une maison, faire ce qu'il veut. Mais c'est une source de conflit. En tout cas, déjà à travers ces mots, vous êtes déjà en train de nous faire comprendre que ce n'est pas parce que c'est vous qui avez payé les impôts sur la globalité de cette division que ça vous donne plus de droits que d'autres sur sa gestion ou sa notion de partage. Pour ce qui concerne les actes d'aliénation, les actes importants, les actes de vente, etc. Alors, l'indivision est une situation qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas agréable, et nous insistons, nous, notaires, mais tous les professionnels du droit d'une manière générale, insistent sur le fait qu'il faut sortir de l'indivision le plus rapidement possible. C'est un état qui doit être transitoire. On ne peut pas perdurer dans cette indivision. Vous comprenez bien que tant d'intérêts différents sur un même bien, à un moment ou à un autre, ça éclate et ça fait des conflits. Alors, on peut éviter d'entrer dans l'indivision. Je rappelle qu'il y a deux manières d'être dans l'indivision, soit d'une manière volontaire, lorsqu'on achète ensemble à 2, 3 ou 4 un bien, ça c'est une manière volontaire. Bon, là, c'est vous qui voyez si vous souhaitez le faire ou pas, mais il y a surtout une manière involontaire, c'est ce qu'on appelle l'indivision forcée, de se retrouver dans l'indivision, c'est le fait de recevoir un bien en héritage. Alors, pour éviter de recevoir un bien en héritage de manière indivise, il y a une manière, il y a des techniques très simples, qui sont les donations partage, mais qui pourront certainement faire l'objet d'interventions. Sylvain Tantin, bonjour. Bonjour. Nous rappelons donc que vous êtes le président de la Chambre des notaires de la Guadeloupe. Oui. Aujourd'hui, nous poursuivrons ce thème de l'indivision, qui est une grande question aux Antilles, ou peut-être même sur tout ce caractère ilien en général, puisque nous allons faire aussi référence peut-être tout à l'heure d'un exemple de la Corse. Déjà, rappelez-nous, encore une fois, qu'est-ce que l'on doit comprendre par le mot indivision, ce que nous avions déjà vu lors d'une émission précédente sur la notion de gestion de cette indivision. Et avec vous, aujourd'hui, nous verrons surtout le partage de l'indivision et éventuellement, en quelques mots, comment éventuellement éviter cette notion d'indivision. Qu'est-ce que l'indivision? D'accord. Dans une émission récente, nous avions vu effectivement que l'indivision est une situation juridique, une situation de fait aussi, qui est une situation que bien souvent les gens ne choisissent pas. C'est le fait pour plusieurs personnes de se retrouver propriétaires ensemble de mêmes biens sur lesquels ils exercent les mêmes droits. L'indivision naît souvent d'une situation successorale. Un individu décède, il laisse plusieurs héritiers, il laisse également des biens. Donc les biens qu'il laisse se retrouvent dans l'indivision, c'est-à-dire que ces biens-là deviennent la propriété de tous. Absolument. Ce n'est pas parce que vous payez l'impôt que vous avez plus de droits. Vous payez l'impôt parce que vous êtes un indivisaire, c'est tout. C'est-à-dire que vous avez une partie de la propriété. Mais n'importe lequel pourrait payer l'impôt. Tout le monde aussi pourrait payer l'impôt ensemble. Mais l'administration fiscale estime que vous êtes solidaire. C'est une règle. Vous êtes solidaire pour le paiement de l'impôt. Donc elle prélève l'impôt sur celui qui est solvable en général. Libre à lui ensuite, je vous le dis, de se retourner contre les autres. Et vous imaginez les situations que ça peut créer. D'accord. Alors, toujours en succinct,
quel est l'acte avant qu'on arrive à cette notion de partage et cette notion de peut-être comment éviter de se retrouver dans cette division. À titre d'exemple de cela, quel est l'acte que peut faire un indivisaire seul sans peut-être en parler aux autres, succinctement? Succinctement, un indivisaire peut faire seul un acte qui a pour but de conserver le bien individu. C'est ce qu'on appelle une mesure conservatoire. Il peut par exemple prendre la décision de fermer une porte si la porte est ouverte à tous les vents et si le fait de la laisser ouverte peut causer un dommage au bien. Donc il peut prendre des mesures conservatoires, c'est tout ce qu'il peut faire. Tout le reste, c'est soit les 2 tiers pour la gestion, soit l'unanimité.